Personne ne vous a demandé de retenir ça. Vous pouvez noter, mais personne ne vous a demandé de retenir ça. Parce qu'après, ça va tourner à la tête. Après, vous dites que non, la construction, c'est trop compliqué. Laissez ça aux professionnels. Parce que déjà, quand on était à l'école, déjà, on galérait grave avec ces histoires. Donc, pour vous, les profanes, moi, je vous demande pas de retenir. Sérieux, donc c'est une galère. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les étapes de la construction d'une maison. Donc, comment construire une maison de A jusqu'à Z. Bon, ils vont faire un résumé. C'est pas vraiment totalement ça, mais c'est un résumé des étapes. Pour essayer un peu de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Très rapidement, c'est parti. Sujet très vaste. On va tenter de résumer le mieux possible. Les étapes de la construction d'une maison. Tout commence avec le terrassement, qui consiste à niveler le terrain de façon à ce que la maison puisse reposer sur une base solide. Ensuite, c'est l'excavation. On n'a pas dit que par temps on doit faire des terrassements, comprenez bien. Ça, c'est une maison où avant, il y avait des arbres, il y avait des herbes, il y avait des buissons. Parce qu'aujourd'hui, on a des parcelles que tu vas acheter ta parcelle, c'est déjà plat, tu viendras juste pour faire, comment dirais-je, les fondations et commencer à construire ta maison. Cette opération consiste à creuser l'emplacement de la future maison ainsi que des tranchées utilisées pour les raccordements aux réseaux locaux, eau, électricité, etc. L'excavation est réalisée avec l'aide d'un géomètre qui va définir la profondeur du trou à creuser, de telle sorte à ce que la fondation soit hors gel, c'est-à-dire à une profondeur où le sol ne gèle pas par temps froid. Les fondations sont réalisées par des maçons qui vont installer un ferraillage et couler un béton de propreté dans le trou. Bon, jusqu'ici vous avez suivi. On a parlé de géomètre, on a parlé de maçon, on a parlé de ceux qui vont venir faire le terrassement maintenant. En Afrique, quand vous faites vos bâtiments, vous prenez juste des maçons, du début jusqu'à la fin, seulement les maçons. Le plan, maçon. Je sais pas, pour faire les fondations et tout, pour faire les excavations qu'il a dit, vous allez même pas appeler un géomètre, vous allez faire ça avec les maçons. Vous savez pas que le maçon, il n'est pas là à l'école pour ça. Alors, il maîtrise pas, il va faire les choses à l'instinct. Et après, c'est des problèmes. Appelez les spécialistes pour qu'on puisse vous faire des bons travaux. Le sous-bassement, ce sont les premières briques que l'on pose et qui seront encore enfouies sous la terre. Elles peuvent permettre de créer un sous-sol ou un vide sanitaire, c'est-à-dire un espace entre les fondations et le plancher de la maison, ce qui permet une meilleure isolation thermique et hydrique. De faire un sous-bassement en hérisson, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée repose directement sur les fondations. Dans le cas présent, il s'agit d'un sous-bassement en vide sanitaire bâti avec des parpaings. Et il ne faut pas oublier les accès pour les raccordements aux réseaux locaux. Il convient maintenant de fabriquer le plancher du rez-de-chaussée. Pour ce faire, des poutrelles sont disposées sur les briques. Ce sont des poutrelles de béton qui renferment des câbles d'acier torsadés. L'espace entre deux poutrelles est défini en fonction de la taille des ourdis choisis. Les ourdis, ce sont ces éléments creux, généralement constitués de béton, mais parfois de terre cuite, de polystyrène ou de bois aggloméré. Les ourdis se posent sur les rebords des poutrelles. Par-dessus, un treillis métallique est posé et une dalle de béton est coulée. Le treillis métallique permet de renforcer le béton qui devient alors du béton armé. Et voilà, la dalle constitue le plancher du rez-de-chaussée. Puis les murs peuvent être montés. Ici, la méthode dépend du type de matériau de construction choisi. Il peut s'agir de parpaing, c'est un bloc de béton creux qu'on appelle aussi aglo ou moellon. Et puis petit rappel, toutes les explications qu'il est en train de donner ici, c'est pour certains types de maisons. C'est pas pour toutes les maisons qu'on fait ça, c'est pour certains types de maisons. Parce que dans la construction, il y a tellement de chantiers que chaque chantier, tu peux croiser des trucs que tu n'avais jamais fait avant. Donc après, il faut pas croire que dans tous les cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour certains types de maisons seulement. Qui a l'avantage de posséder une bonne résistance à l'usure et aux intempéries. Il est peu coûteux, par contre c'est un très mauvais isolant thermique et il est imperméable à l'humidité. Les briques creuses en terre cuite qui sont perméables à l'humidité et qui possèdent une bonne résistance thermique. Les briques monomures, ce sont des briques alvéolées en terre cuite. Elles possèdent de bonnes performances énergétiques mais sont assez coûteuses. En plus, la pose de ces briques est plus compliquée. Sinon, il y a aussi les briques en béton cellulaire ou thermopierre qui possèdent également de bonnes performances énergétiques. De nos jours, ce sont surtout des briques creuses qui sont utilisées. Elles sont fixées entre elles avec une fine couche de morticolle. La colle forme un joint très fin qui améliore donc l'isolation thermique. Au niveau des portes et des fenêtres, on installe des linteaux qui servent à soutenir les éléments qui se trouvent au-dessus. Puis on va rajouter encore un plancher supérieur. On dispose donc des poutrelles maintenues par des étais qui permettent de soutenir provisoirement le plafond. Petite pause, Colo Construction est une entreprise qui œuvre dans la construction neuve, maisons individuelles, logements collectifs et bien d'autres. Également la rénovation globale de cuisine, salle de bain, agencement. Nous faisons aussi du dépannage d'urgence, plomberie, électricité, également la location de matériel de chantier et aussi la conception architecturale de la création des plans à la modélisation jusqu'au suivi de chantier. Nous sommes aussi dans l'expertise et conseil. Veuillez nous contacter directement via nos contacts que je vais laisser sur l'écran. Puis on dispose des ourdis sur les poutrelles, en pensant bien sûr à laisser une ouverture pour faire passer un escalier. Et on va faire couler une dalle de béton comme pour le plancher du rez-de-chaussée. Maintenant, on va fabriquer un toit. Dans la présentation, on va choisir un toit en bâtière, c'est-à-dire un simple toit à deux pans. Il convient donc de monter aux deux extrémités de la maison des briques en forme de triangle. Cette structure triangulaire s'appelle un pignon. Puis c'est l'installation de la charpente. Dans ce cas aussi, il existe différents types de matériaux de construction utilisables. Le chêne, le sapin, le châtaignier, l'épicéa, etc. Les bois de charpente sont préalablement traités contre les attaques les plus courantes. Termites, capricornes, champignons, etc. Les premières poutres en bois qui sont posées sont appelées pannes. Ce sont sur ces pannes que vont reposer l'ensemble de la structure du toit. Les pannes sablières sont fixées sur les murs horizontaux, à la base du versant de toiture. La panne faîtière est posée au sommet de la charpente. On peut éventuellement rajouter des pannes intermédiaires qu'on appelle pannes ventrières. Puis les pentes des pignons sont mises à niveau pour en faire des pentes lisses. Cette opération s'appelle l'arasage. Pour ce faire, on réalise un coffrage avec des planches en bois et on fait couler un béton suffisamment épais pour ne pas couler hors du coffrage. On obtient alors une arase. Verticalement aux pannes, on fixe des chevrons qui sont des poutres plus fines que les pannes. Et sur ces chevrons sont cloués des lattes à toile nommées lithos. Les lithos sont posés horizontalement et doivent avoir un écartement régulier qui est défini par le type de couverture qu'ils doivent supporter. L'écartement entre les lithos est appelé pureau. Ensuite, bon, pour les profanes, pour ceux qui regardent la vidéo juste pour connaître comment ça fonctionne, pas pour ceux qui sont dans le domaine, personne ne vous a demandé de retenir tout ce qu'il dit. Tout ce qui dit panne faîtière, panne ventrière, chevron, litho, panne sablière. Personne ne vous a demandé de retenir ça. Vous pouvez noter, mais personne ne vous a demandé de retenir ça. Parce qu'après, ça vous fait mal à la tête. Après, vous dites que non, la construction, c'est trop compliqué. Laissez ça aux professionnels. Parce que déjà, quand on était à l'école, déjà, on galérait grave avec ces histoires. Donc, pour vous, les profanes, moi, je vous demande pas de retenir. Sérieux, donc c'est une galère. c'est la pose de la couverture, c'est-à-dire l'agencement de matériaux recouvrant le bâtiment pour le protéger des intempéries. Là aussi, on peut choisir différents types de matériaux, comme les tuiles en terre cuite.
Parmi les différents modèles de tuiles en terre cuite, on retrouve les tuiles canal, adaptées aux toits à faible pente, les tuiles plates, qui conviennent aux toits à forte pente, et les tuiles à emboîtement, qui ont l'avantage d'être faciles à poser et permettent de réduire le nombre de tuiles au mètre carré. Sinon, il existe aussi les mêmes modèles, mais en béton, qui sont plus lourdes que celles en terre cuite, mais qui ont l'avantage de mieux résister au gel et qui ne se gorgent pas d'eau en cas de pluie. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'une couverture constituée d'ardoises, qui peuvent être soit naturelles, soit en béton, ou bien des shingles, qui sont des bardeaux bitumineux, qui ont l'avantage d'être très légers, imperméables et résistants au gel. Il existe de nombreux termes techniques relatifs à la couverture, comme les faîtières, ce sont des tuiles demi-rondes qui recouvrent la panne faîtière, les arrêtiers, qui se posent au niveau des arêtes, entre deux pans de toiture, les nous, qui se posent au niveau des arêtes rentrantes, entre deux pans de toiture, le pureau, qui signifie aussi la partie visible de la tuile, c'est-à-dire la partie en contact avec l'eau lorsqu'il pleut. La pose de la couverture confère au bâtiment le statut hors d'eau. Puis, la pose des portes et des fenêtres extérieures confère au bâtiment le statut hors d'air. Et c'est déjà la fin de la partie gros œuvre du chantier. C'est maintenant la partie seconde œuvre, que nous verrons dans d'autres émissions. Dans la partie seconde œuvre, il y a l'électricien qui installe le circuit électrique de la maison, le plombier qui s'occupe des systèmes d'arrivée et d'évacuation de l'eau, le chauffagiste qui installe les équipements de chauffage, puis il y a la réalisation de l'isolation sur les murs, plafond, toit, et le revêtement des murs avec de l'enduit ou du plâtre. Les dernières étapes consistent à équiper et à embellir la maison. Éventuellement l'installation d'un escalier s'il y a un étage à la maison, ou la pose de carrelage, de linoléum, de moquette ou autre. Puis pour finir, l'étape la plus importante, la décoration. Bon, ben, je pense qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire sur les étapes de la construction. Franchement, c'est comme je disais au départ, c'est un résumé. C'est un résumé, c'est pas en détail. Ça vous permet juste d'avoir les idées claires, de savoir comment ça marche pour les profanes. Et voilà, quoi, pour ceux qui sont dans le domaine, ils savent. Ils savent qu'il y a beaucoup de procédures, beaucoup d'étapes. Déjà, seulement avant de commencer la construction, il y a beaucoup de procédures. Permis de construire, tout ça. Donc, voilà, on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.